La question était comment parler de Batman. Alors tout le monde dit, allez-y avec votre âme d'enfant, il faut être naïf, il faut être prêt, il ne faut pas trop intellectualiser. Donc d'accord, mais après comment on en parle? Il faut en parler dans ce cas-là en se prenant soi-même un peu de vitesse. Quand on va voir un film comme Batman, on y va un peu pour le plaisir, ou beaucoup pour le plaisir, et puis quand on a fait des études secondaires, ce qui est arrivé à beaucoup de gens, on aime bien après tirer des plans sur la comète, extrapoler, interpréter. Mais enfin, si on le fait trop sérieusement, ça devient cuistre. Et les vrais amateurs de BD ou de films populaires disent « Oh là là, ces intellectuels, ils exagèrent, ils voient des trucs partout. » Et puis par ailleurs, ce genre de films s'y prêtent, ils sont faits pour ça. Donc, le dispositif pour parler de Batman, c'était... On va voir le film, pas tout de suite, d'ailleurs, il est déjà sorti, c'est déjà d'ailleurs un relatif échec, peut-être qu'on en parlera, tout est relatif. Disons que dramatiquement, il n'a fait que 200 000 entrées la première semaine sur Paris, alors qu'il était fait pour en faire 400 000. Si, évidemment, ça fait un peu rire, puisque des films dont on parle souvent dans cette émission, s'ils font 10 000 entrées sur Paris, on est très content pour eux. Donc là, on est dans un monde où il y a plusieurs logiques. Et puis donc, on le voit tranquillement avec quelqu'un, comme ça, qu'on connaît, avec qui on aime bien discuter de temps en temps, qui n'est pas forcément quelqu'un du cinéma. Et puis on se dit, voilà, on va voir le film, on va très peu en parler à la sortie, et puis on branchera les micros et on verra ce que ça donne, une conversation naïve et innocente à brûle-pourpoint entre deux intellectuels qui viennent de voir Batman, qui trouvent que c'est plutôt bien, et qui vont donc continuer à essayer de préserver devant le micro une sorte d'ingénuité, fût-ce celle très compliquée des gens qui savent 2-3 choses sur l'inconscient. Bon, je parle d'inconscient puisque c'est Elisabeth Roudinesco qui est à côté de moi, qui non seulement a écrit beaucoup de choses sur la psychanalyse et sur son histoire, elle a fait une somme quasiment incontournable maintenant sur l'histoire de la psychanalyse en France, mais qui, depuis assez longtemps, s'intéresse au cinéma et même a enseigné. Je me rappelle le cinéma, on se croisait dans le temps dans les couloirs à Sancier, et aime beaucoup le cinéma américain. Je crois qu'on n'a pas réellement les mêmes goûts, mais on a quand même vu beaucoup les mêmes choses. Et on sait que sur un objet comme Batman, c'est bien si on est à la fois très léger et très très spirituel. Donc voilà la présentation. On est sorti du film il y a, je sais pas, une demi-heure. Et la question qu'on se pose en général, c'est alors, comment tu trouves? D'abord, j'ai aimé. J'ai aimé un certain nombre de scènes, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Là, 2 choses m'ont immédiatement frappée, et je pense que c'est probablement nouveau dans toute la série des Batman cinématographiques qui ont été faits, c'est que le héros central, joué d'ailleurs par Nicholson, ça n'est pas Batman, c'est le Joker, c'est-à-dire les forces du mal, le dictateur fou qui incarne donc ces forces du mal qui s'abattent sur cette cité et qui a été trempé dans l'acide et qui s'est fait une figure de clown expressionniste. Et du fait qu'il est interprété par la vedette, enfin, c'est quand même lui le personnage principal. Et deuxième point, alors qui m'a beaucoup étonnée, c'est que j'ai trouvé que ce film était curieusement traversé par le nazisme d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que j'ai pensé à Arthur Howie en voyant ce Joker, qui est au fond un comédien raté, qui a peur des miroirs, qui passe son temps dans des scènes d'hystérie, qui entre dans un musée et détruit tous les tableaux qu'il trouve, sauf un qui est donc un tableau de Bacon, qui est le seul qui puisse regarder, mais qui représente de la viande de boucherie. Il y a toute la scène où, au fond, il distribue des dollars. Alors ça, c'est la satire de la société américaine, mais où, en même temps, il gaze les gens avec un espèce de ballon très rigolo, espèce d'un jouet. D'un jouet. C'est le fou, le psychopathe caractéristique, tel que l'a montré Brecht dans Arthur Howie, qui était donc une satire du nazisme. Et en même temps, il passe son temps à échouer. C'est-à-dire, c'est aussi le dictateur de Charlie Chaplin. Et je suis vraiment très frappée par cette thématique du film, où vraiment, c'est cette espèce de mémoire du nazisme qui hante ce film. Alors, pour prouver à l'auditeur qu'on ne dit pas n'importe quoi, l'allusion à Brecht est totalement inscrite dans le film, dans une scène de carambolage généralisé, comme il y en a beaucoup dans ce genre de film, où tout d'un coup, il y a un camion chargé de choux-fleurs qui est renversé, et il y a beaucoup de plans très rapides sur les choux-fleurs qui, tout d'un coup, font une sorte de petite tache verte dans cette masse métallique de tôle froissée. Or, pour les Brechtiens, tout le monde sait qu'Arthur Howie dirigeait un gang des choux-fleurs.
Donc ça pour dire qu'on ne dit pas n'importe quoi. Quant au thème du nazisme, alors c'est important parce qu'il était également très présent dans Roger Rabbit, que malheureusement tu n'as pas vu, beaucoup plus explicitement, et avec alors là plutôt l'inversion de la figure de Batman, c'est que dans Roger Rabbit, les forces du mal, qui étaient totalitaires et qui étaient terriblement démoniaques, étaient du côté du sinistre, du noir, du grimaçant, mais vraiment macabre, et la seule chose qui sauvait Toontown, la ville, une ville d'opérette, une ville de fantaisie comme dans Batman, c'était le théâtre, le clown, le cabaret, be a clown. Ce qui était tout à fait l'idéologie de Spielberg. C'est ça. Héritier de il faut rire, la vie est dure, l'humour juif, tout ça. Ici, c'est le contraire. Ah oui. Ici, Batman est du côté de la névrose de deuil. C'est un endeuillé perpétuel. Et il n'y a autour de lui que des valeurs rigides, tristes, noires, sombres, avec cette idée assez belle d'ailleurs que la nuit protège finalement beaucoup plus que le jour. Et du côté, alors inversement, de la clownerie, de l'histrionisme, des médias, là c'est le domaine de Joker. Et c'est intéressant dans Batman, c'est de donner, je trouve, l'une des premières tentatives de l'horreur, disons, d'un jeu médiatique totalement déréglé, dont la règle fondamentale très américaine, c'est le keep smiling. Donc le rictus obligé de Joker, quand il est passé dans l'acide, il s'est fait une expression, une seule, qui est un rire terrifiant. Ça fait beaucoup penser à l'obligation dans la culture américaine de toujours sourire, d'avoir les dents blanches, cette sorte de rictus de politesse glacée qui, très souvent, pour un Européen, est terrifiant quand on va, disons, en Californie. Donc voilà pour avancer donc dans cette direction que tu as lancée. On en prend une comme ça au hasard et puis on voit jusqu'où on va aller, qui est il y a une idée du totalitarisme. Simplement, on sent qu'on peut varier en mettant tantôt le bien du côté de la nuit ou du jour ou de cette sorte de faux jour des médias qui, là, dans le film, malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez là-dessus, devient assez grandiose dans le grinçant. Oui, mais d'ailleurs, il y a une allusion aussi précise que celle à Brecht dans le film, c'est qu'à un moment donné, le héros, qui est effectivement un héros mélancolique, qui passe son temps à se remémorer, enfin le héros, c'est-à-dire là, Batman, le héros du bien, disons, Batman, passe son temps à se remémorer la scène primitive dans laquelle il a vu ses parents qui ont été au fond assassinés sauvagement, et il dit au fond, la nuit, c'est-à-dire les chauves-souris, c'est la survie. C'est l'animal qui arrive à survivre. Et ça, c'est quand même aussi le thème des camps. Comment survivre après une scène aussi traumatique. Et au fond, c'est le chasseur de nazis. C'est le thème de la vengeance. On pense à Wiesenthal. Il passe son temps à chasser les forces du mal, par lesquelles il est complètement hanté. Et je trouve que c'est présent. Mais il y a cette satire extraordinaire de la télévision. Et là, alors, est-ce que tu as remarqué que le Joker parle en slogan publicitaire ? C'est-à-dire, son langage est complètement codé. J'ai relevé quelques phrases autour de la qualité. C'est plus comme avant, la qualité se perd. La qualité se perd. Il parle par syntagme figé, exactement comme les slogans de publicité. Et là, il y a une scène très étonnante, c'est quand il interrompt les programmes pour faire des clips publicitaires sur toutes sortes de marchandises. Et puis, il empoisonne les aliments. Il y a aussi ça. Enfin, alors, je trouve qu'il y a, sur l'idée des aliments empoisonnés, il y a une idée extraordinaire. Moi, je regrette qu'elle n'ait pas été plus poussée parce que elle est assez métaphorique de comment ça se passe maintenant dans l'univers de la consommation médiatique. Il empoisonne des aliments, mais ça, ce serait une idée trop simple. Donc, les aliments ne deviennent réellement dangereux ou nocifs ou mortels que lorsque il y a comment on pourrait dire, une ligne d'aliments. C'est-à-dire, si quelqu'un a tel lac pour les cheveux, c'est pas grave, mais s'il y a en plus tel rouge à lèvres ou tel vêtement, là, c'est comme si les conditions étaient réunies pour que le mal commence à opérer. Et je pensais comme ça que cette façon de procéder par ligne d'objets, pas un seul objet, mais un objet qui en appelle d'autres et pas n'importe lesquels, donc la façon dont Joker, à sa façon, ne promotionne pas un objet, mais plusieurs, était une idée assez moderne ou assez ironique par rapport à la façon dont, par exemple, un film comme Batman, donc là on parle du produit Batman, mais de tous les films comparables, n'est évidemment pas lancé seul sur le marché, mais est précédé
accompagné et suivi de toute une ligne d'objets Batman. Et les médias, maintenant, il faut en parler, pas en termes, dans les vieux termes, disons, du docteur Mabuse, de Fritz Lang dans le temps, mais en termes d'alignement, en termes de ligne d'objets, qui se complètent les uns les autres. Je trouve que c'est une idée très astucieuse qui désigne l'économie même du film, c'est-à-dire du film Batman qui n'existe pas tout seul, n'existe que si il peut se décliner. Moi, je dirais que Batman, c'est Fritz Lang plus Hannah Arendt. C'est-à-dire, il y a bien l'idée du docteur Mabuse, et d'ailleurs le film est un hommage à l'expressionnisme, le personnage est complètement expressionniste. Il y a l'idée du docteur Mabuse dans le fait que ce personnage maîtrise la totalité d'un circuit économique, ce qui est, enfin, c'est donc la maîtrise totale de tout ce circuit. Et il y a l'idée, au fond, d'Hannah Arendt, qui est la massification de la société, la ligne de produits et les objets, c'est-à-dire il maîtrise, au fond, un monde d'objets. Alors que dans Fritz Lang et Mabuse, il maîtrisait des sujets par leur psychisme. La référence de Mabuse à la psychanalyse était très forte. C'était un docteur Mabuse qui, par hypnose... C'était l'hypnose. C'était l'hypnose, la référence psychologique était bien entendu l'hypnose, la suggestion, c'est-à-dire ce docteur qui endort les gens, qui les hypnotise. C'était d'ailleurs une critique du nazisme. Là, c'est par l'objet. Et donc, j'ai le sentiment aussi, c'est l'objet en tant que déchet. Et donc, on retrouve cette idée de survie avec l'origine des camps, c'est-à-dire c'est un monde qui est cadavérique. C'est un monde cadavérique, c'est un monde de massification, c'est un monde où il n'y a plus que la technique. Enfin, sur ce plan, c'est cette modernité-là. Mm-hmm. D'ailleurs, quand tu dis que le film est lui-même la critique, il porte en lui la critique de la manière dont il va être commercialement lancé, puisqu'il est accompagné de tous les objets Batman, alors qu'il n'y avait pas d'objet Mabuse, et en même temps, il porte la critique de ça. Et je suis aussi très frappée, en tout cas moi je ne pense plus au cinéaste quand je vois le film, c'est-à-dire j'ai le sentiment en même temps que c'est un type de film qui n'est plus fait par un cinéaste, mais par un cinéaste qui est surdéterminé lui-même par les objets qu'il manipule. C'est le cas pour tous les films américains, mais il n'y a que les Américains qui font ces films, qui se coltinent un corpus déjà mythologique. Donc oui, Batman, il y a une véritable histoire qui commence avec le début du siècle, à travers laquelle on peut lire à peu près l'histoire des USA au XXe siècle. Et en général, quand un cinéaste, même si il s'est battu pour en faire sa chose, parce que c'est pas du tout des films impersonnels, et il faut en général imposer l'idée, il est quand même au service de quelque chose. Moi, j'aime pas beaucoup le mot, mais là, il faut le dire quand même, c'est quand même l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'il y a une richesse d'interprétation avant même que le film soit fini. On a eu le temps sur son siège de dire tiens, là il y a une piste qui va là il y a une piste qui va là, et ça fait partie, je dirais, que pour les intellectuels qui vont voir aussi ces films, il n'y a pas seulement simplement vérifier si le film mérite bien cette campagne tonitruante, ou s'il va avoir du succès, ou simplement le voir parce que sinon on n'aura rien sur quoi parler le soir dans les repas mondains. On joue, nous aussi, avec nos gadgets, qui sont plutôt de nature conceptuelle ou intellectuelle, mais après tout, ce sont nos jouets. C'est-à-dire, tu dis Brecht, c'est un jouet. Les références au cinéma allemand, c'est un jouet. Toutes les lectures qu'on peut faire en termes de nosologie, là, en termes de est-il un mélancolique, etc., c'est des jouets, et on a le droit, nous aussi, de jouer. C'est un plaidoyer pro domo. Il n'y a pas de doute que Batman est mélancolique. Oui. Enfin, c'est pas exactement un mélancolique. Si on veut faire ce genre d'interprétation, on peut s'amuser. C'est évidemment un personnage qui est pris dans une histoire telle qu'il n'arrive pas à faire le deuil de ses parents qui ont été assassinés sous ses yeux quand il avait l'âge de 10 ans. D'ailleurs, là, le rapport au temps est très étrange parce que ce héros, enfin ce Batman tel qu'il est montré dans le film, il a environ une trentaine d'années. Or, la scène primitive est filmée dans un temps autre. C'est-à-dire que quand on montre la scène dans laquelle les parents ont été assassinés, scène dont il se souvient, on a l'impression que ça se passe dans les années 40, étant donné la façon dont les parents sont habillés. On a aussi l'impression que ces personnages, des parents, sont européens et non pas américains. Oui. Et donc, on pourrait situer ça autour du début de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, le héros ayant à ce moment-là 8 ou 10 ans,
Il aurait donc 55 Voilà. ans. Batman devrait avoir 50 devrait ans. avoir 55 Ça, c'est le ans. scoop de l'émission. Ça, c'est très étonnant, quand même, cette façon, au fond, de rendre compte d'un temps intemporel. Tu parlais tout à l'heure d'inconscient collectif dans le cinéma américain, c'est l'inconscient tout court. C'est vrai que sur ce plan, ça fait fonctionner les mécanismes de l'inconscient. Mais enfin, pourquoi avoir habillé les parents dans une tenue des années 40 ? Alors, ça veut dire que ce héros, au fond, est complètement intemporel, ce Batman, qu'il n'arrive pas à faire le deuil et qui vit dans un monde mélancolique. Ce monde mélancolique entouré de tous ces objets et de toute cette technologie dans laquelle, depuis sa petite cabine, il manipule le monde. Et puis, évidemment, il va sortir de sa mélancolie par l'amour. Ça, c'est le thème classique, c'est-à-dire en rencontrant une femme qui va le faire sortir de là. Ça, c'est évidemment un thème très, très simple, au fond. Mais c'est aussi un grand mythe. Non. Cela dit, lui, il est en même temps un névrosé ordinaire. C'est la banalité du bien, lui, par certains côtés, face à cette banalité du mal, mais qui est totalement schizophrénique. Hein. Le Joker est un personnage, évidemment, de psychopathe criminel à l'américaine, dont on peut imaginer qu'il ressemble au grand criminel américain. Ça fait penser à l'histoire de ce criminel américain qui a voulu se faire filmer au moment où il passait sur la chaise électrique. Oui. Et au fond, la fin, c'est ça. Hein, quand le Joker est abattu... C'est un thème qui revient depuis un certain temps dans le cinéma américain, qui n'était pas possible avant de la même façon, qui est par exemple la situation de ce film formidable de Scorsese qui s'appelle King of Comedy, La valse des pantins en français. Extraordinaire film qui raconte après tout une histoire comparable avec un autre personnage de névrosé profond qui est joué par De Niro, qui organise sa conquête de la visibilité médiatique, c'est-à-dire qu'il va se faire arrêter, il se verra star pendant quelques instants, racontant lui aussi des blagues pas drôles du tout, des blagues de café, à la télévision, où il a fini par extorquer, obtenir par le chantage, par la violence, par l'obstination, sa place, parce qu'il a kidnappé la vraie star qui est Jerry Lewis. Donc, par rapport à cette sorte d'espace que le cinéma commence à maintenant explorer d'une façon plus intéressante qu'avant, qui est, appelons-le espace médiatique, mais c'est pas simplement un concept, c'est également c'est un espace qui commence à avoir plastiquement une sorte de consistance, c'est-à-dire ce qu'on voit à la télé, l'arrêt sur l'image, les moniteurs de contrôle, les cassettes vidéo, cette sorte de présence comme ça, de présence artificielle de tout le monde, en train d'essayer de faire chanter le monde finalement. Littéralement, là, dans le cas de Joker, qui vraiment aimerait être un entertainer, faire chanter tout le monde comme dans une comédie musicale, quitte à tuer après son public. Je trouve que c'est presque un problème esthétique nouveau maintenant pour les cinéastes. Le type qui a fait Batman est très jeune, mais Scorsese est pas vieux, qui est, comment appeler ça, l'éther audiovisuel ou l'élément dans lequel les choses audiovisuelles arrivent, qui n'est plus le jour, qui n'est plus la nuit, qui n'est plus la lutte entre le soleil et la lune, enfin, qui sont des choses mythologiques anciennes. Et Batman se singularise en faisant quoi ? En inventant un signal qui est la silhouette de la petite chauve-souris au milieu de la Lune, c'est-à-dire faisant revenir un élément naturel. Et c'est finalement la Lune qui est le lieu même de la vigilance, c'est-à-dire le lieu même du bien. Le lunaire, la mélancolie. Par certains côtés, c'est l'après-révolution. C'est le moment où plus rien n'est possible d'un changement de la société. Ça, c'est très frappant. Ce héros mélancolique, au fond, constate qu'on ne peut plus changer cette société, qu'on peut essayer de la maîtriser avec les gadgets, avec les jouets, et qu'elle est en même temps destructrice. Cette civilisation américaine est montrée, enfin, je trouve, à travers cette société de consommation réduite à ces objets et à cette télévision qui est destructrice. C'est rare de la montrer aussi destructrice. Est-ce que tu as remarqué que les présentateurs de télévision, je ne les ai jamais vus aussi ridicules que dans ce film. Ils apparaissent avec un éclairage épouvantable qui montre des figures décorchées, littéralement. À un moment donné, le présentateur a le nez avec une écorchure, un très gros bouton. Ils sont grotesques. C'est-à-dire, c'est la contre-image
du présentateur de télévision tel qu'il est admiré, au fond, par les téléspectateurs. Et c'est en même temps cette idée que ce monde, on ne pourra pas le changer et qu'il faut soit le contempler dans une espèce de nostalgie, de mélancolie, ou en même temps le dynamiter avec tous ces gadgets. Et c'est quelque chose d'impossible. Et finalement, la solution est individuelle. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est le rôle que commence à jouer l'esthétique. Au sens très trivial de ce qui est beau et qui, en tant que c'est beau, fait de l'effet. Donc, c'est fait ça. marcher. La révolution n'est plus possible que dans l'art. Or, il y a deux catégories, il y a deux choix esthétiques dans le film. Il y a l'esthétique fonctionnelle, noire, sobre, minérale. C'est très beau. La voiture de Batman est vraiment un très très joli objet, très très réussi. Donc ça, c'est l'esthétique anale, comme ça, terriblement sobre et efficace. Et puis il y a l'esthétique totalement carnavalesque, mais d'un carnavalesque sans joie, sans plaisir, forcé, agressif, qui est celle de Joker. Oui, l'univers de la peinture de Bacon. Oui, puisque c'est le seul tableau qui est épargné. Alors c'est vrai que la scène du musée, qui est une scène formidable, d'abord parce qu'il y a quand même la musique de Prince, qu'on entend peu dans le film, mais là on l'entend bien. Là j'avoue qu'il y a 2-3 images très fortes, et on se rend compte qu'elles sont fortes quand on les voit. Quand on le raconte, bon, ça paraît comme ça une idée. Quand on les voit, il y a un effet. C'est lorsqu'ils arrivent dans le musée, où idéalement, il y aurait le syndic des drapiers de Rembrandt, des danseuses de Degas, un Vermeer, je ne sais plus lequel, une femme qui lit une lettre. Et il arrive à ces tableaux quelque chose qui avant n'arrivait qu'aux personnages des films, disons dans le burlesque du début. C'est en gros la tarte à la crème. Et il y a comme ça un plan où on voit ce personnage de Vermeer, donc prendre le peintre le plus raffiné, le plus éthéré, le plus modeste, celui qui ne la ramène pas, qui tout d'un coup prend en pleine gueule, si j'ose dire, de la peinture rouge ou verte, très très violemment. Et on se dit que là, il y a une sorte de rage de ne plus rien savoir faire de ces objets qui sont dans les musées américains. Et Dieu sait si les musées américains sont magnifiques, ils sont truffés d'objets sublimes, mais d'objets européens, d'objets anciens. Et que dans la rage de ne plus rien faire de leur beauté, on fait une sorte de parodie destructrice où il y aurait de l'esthétique, celle du carnaval, celle du graffiti. Du graffiti, des taggers. Et ça, c'est ce que représente Joker. Donc c'est quand même moins la lutte du bien et du mal, parce que là, quand même, elle est un peu abstraite et elle n'est pas très profonde, elle est beaucoup moins profonde que chez Spielberg, par exemple, où là, le bien et le mal, c'est vraiment encore très sérieux. C'est aussi différents types d'esthétique pour trouver la force de vivre dans un monde où, de toute façon, toute instance de vérité a disparu, puisque c'est un film où il y a un affrontement au sommet entre deux monstres, et les gens en sont soit les victimes, soit le public ébahi ou hébété, mais il n'y a pas, comme dans ces films habituellement, beaucoup de choses sur que fait la police, les hommes d'État, les politiciens. Il n'y a plus, alors ce que tu disais quand tu disais c'était Hannah Arendt, il n'y a plus l'état de droit, il n'y a plus l'appareil d'État, et on pense, alors tout bêtement, là, pourquoi pas faire des rapprochements triviaux, on pense à la guerre en Colombie. Ah oui. Où on dit, après tout, il y a un appareil d'État très faible en Colombie, et puis il y a une mafia qui est un État, et c'est maintenant des guerres. C'est des guerres civiles qui se jouent esthétiquement pour un public qui en sera plutôt la victime que le bénéficiaire. Et ça, c'est quand même une tonalité assez, je dirais, actuelle, au sens des journaux. Oui, c'est-à-dire tout l'appareil d'État est écrasé, réduit à zéro. La police est totalement inoffensive. Elle d'ailleurs, à un moment donné, il y a une scène où elle regarde tout simplement ce combat au sommet. Il y a autre chose aussi par rapport à Spielberg. En effet, ça n'est plus du tout la lutte du bien contre le mal, parce que je trouve que chez Spielberg, ça évolue quand même vers un espèce de spiritualisme où Dieu est présent. Il faut sauver l'homme. Il faut sauver l'homme. Là, on ne sauve plus rien du tout. C'est plus du tout ça. Ça n'est plus que l'esthétique de ça. Et je trouve que c'est d'autant plus frappant que le film est censé se passer au moment de la célébration du bicentenaire de l'indépendance des États-Unis. Et d'ailleurs, il y a dans le musée un portrait de Washington. C'est bien un portrait de Washington où le Joker met comme graffiti qu'on le transforme en billet de $. $1 bill. Voilà. Et donc, c'est vraiment aussi
cette espèce de destruction même de l'origine, alors que les États-Unis étaient bien fondés sur cette notion du citoyen, enfin de l'état de droit, et là c'est totalement aboli, avec au fond ces habitants passifs de cette cité du mal, Sodome et Gomorrhe, à qui on distribue des billets et qui sont... qui manquent d'être gazés d'ailleurs à la fin et qui sont complètement passifs. Alors si on continue donc dans l'interprétation cette fois-ci par l'histoire, après avoir frôlé l'inconscient, il y a quand même quelque chose d'intéressant, alors qui tient vraiment à l'Amérique et qui ne peut tenir qu'à l'Amérique, qui est le pays qui a le plus hérité de l'histoire moderne de tous, puisqu'il a hérité de l'Europe, et pendant très longtemps l'héritage était donné comme à transformer, et seule l'Amérique transformée, donc l'héritage puritain devient opérationnel à une échelle jamais vue uniquement aux USA, ou un trésor culturel à garder lorsque les Européens sont assez bêtes pour le mettre en danger, donc tout ce qu'il y a dans les musées, ou une sorte de mémoire par procuration de ce qui se passe dans le vieux monde. Et là, alors on a le sentiment qui est peut-être corroboré par ce qu'on se dit comme ça, ce qu'on entend en ce moment sur le rapport étrange où on est maintenant par rapport à l'Amérique, et visiblement le rapport étrange où les Américains sont par rapport à eux-mêmes maintenant, c'est que de cet héritage-là, dont ils viennent, dont mythologiquement ils viennent, le film se passe dans une ville qui s'appelle Gotham, qui est un nom qui fait penser à gothique, en tout cas qui renvoie à l'Allemagne. Le seul être à qui parle Batman est un vieux serviteur incroyablement anglais. Donc il y a des bouts d'Europe comme ça autour de Batman. C'est peut-être ce qu'il a ramené avec le Mayflower mythologiquement, et dont on ne sait plus du tout quoi faire. Sans que pour autant surgisse une idée de l'Amérique qui serait tout ça transformé dans quelque chose de neuf. Et ça, je trouve que ça ressemble terriblement à ce qu'on entend dire en ce moment, par exemple dans les journaux, le fait qu'il y a un sociologue américain qui s'appelle Francis Fukuyama, d'origine japonaise, qui traite le plus sérieusement du monde, donc avec un sérieux que seuls les Américains peuvent avoir, relance l'idée de la fin de l'histoire, en disant voilà, nous avons réussi. Qu'est-ce qu'on a réussi? Aucun peuple au monde, aucune culture au monde ne désire fondamentalement maintenant autre chose qu'un peu de démocratie et qu'un peu de consommation. Il n'y a pas d'alternative. L'effondrement du communisme comme mythe va avoir des répercussions énormes. Donc le thème de la fin de l'histoire, discuté dans les journaux américains en ce moment, c'est quand même pas rien. Ça, c'est un premier rapprochement. Le deuxième rapprochement, moi je le verrai avec un film que j'ai vu hier, c'est dommage que tu ne l'aies pas vu, c'est le film d'Alain Resnais, qui a fait couler un peu d'encre, qui n'est pas très réussi, mais qui est un film qui quand même lui aussi tombe assez juste, puisque ça se termine sur un vieil Américain dessinateur de bande dessinée, qui se retrouve en France et qui tout d'un coup se rend compte que personne ne parle anglais et qui se met à douter de tout et qui dit mais quand même dans le temps vous nous aimiez, nous les Américains, tout le monde parlait anglais, qu'est-ce qui se passe? Donc comme ça, à quelques jours d'intervalle, on voit un type de désarroi qui est différent que disons celui qu'on trouvait dans les vieux Batman, parce que quand on voit l'histoire des vieux Batman qui a été retracée par plein de gens récemment, ils ont évidemment servi à toutes les causes idéologiques américaines. Donc, certains servaient à lutter contre les Japonais, d'autres ont servi à, au contraire, un Batman un petit peu fascisant, ou des Batman ludiques, ou des Batman camp, des Batman au second degré. Celui-là, il a l'air terriblement synchrone avec un sentiment qu'on sent chez les Américains eux-mêmes, et qui nous pose à nous, anciens fous du cinéma américain, en tout cas c'est vrai pour toi. Pour toi aussi, pour non? Moi aussi. En tout cas, on en a beaucoup vu et ça nous a fait un peu ce qu'on est. C'est qu'on ne sait plus très bien où on en est nous aussi par rapport à l'Amérique. Oui, parce qu'on ne sait plus très bien comment regarder les films. C'est-à-dire ce qu'on a découvert au fond, c'était qu'il y avait des auteurs dans le cinéma américain. Et là, quand on regarde un film comme ça, je te le disais tout à l'heure, étant donné le fait que c'est filmé avec tous les effets spéciaux, etc., moi je ne pense plus du tout à un cinéma d'auteur. Je pense à un cinéma où les mythes parleraient d'eux-mêmes, où il n'y aurait plus que ça à décrypter, où les acteurs seraient omniprésents, parce qu'au fond, que serait ce film sans Nicholson dans le rôle du Joker? C'est quand même le grand acteur de ce film. Oui, mais il faut quand même dire du bien de l'autre, Michael Keaton, qui est formidable, qui n'est pas connu, mais qui est formidable. Il est formidable. La fille, moi je ne connaissais pas, je trouve qu'elle n'existe pas. Elle n'est là au fond que comme présence d'un magazine de mode. Mais bon, elle est vraiment la blonde des magazines de mode, comme symbole au fond sexuel.
et encore très peu sexualisé. Ça, c'est aussi une des caractéristiques du film. Et ce héros Batman, est au fond, il s'ennuie. C'est aussi, il est plongé dans sa mélancolie. Il est milliardaire. Il y a d'ailleurs une scène à un moment donné où le journaliste dit il y a que les friqués ou les gens qui ont de l'argent qui peuvent se permettre toutes ces fantaisies. Il est au milieu de tous ces dollars, ses voitures, parce qu'il y a quand il n'est pas Batman, il a une Rolls, quand il est Batman, il a une Formule 1 améliorée, donc il y a les deux aspects de cette Amérique. Et j'ai été très frappée d'ailleurs que c'est par ses faiblesses qu'il arrive à séduire cette jeune femme. C'est le héros faible, le jeune Américain milliardaire qui est maladroit, qui ne sait pas très bien comment faire. C'est quelqu'un surtout qui ne sait pas parler. Il y a une scène assez drôle où il essaie, c'est même un très très joli gag, où il essaie de lui faire la grande confession, je suis Batman, et puis ça ne se fait pas, elle est interrompue, etc. Et on le voit répéter sur ses lèvres I am Batman. Ouais. Oui, mais en silence. En silence. En silence. Au fond, il n'ose pas dire je suis un homme. Enfin, je suis ce Batman qui représenterait la force virile par excellence, mais qu'il va être obligé d'abandonner en redevenant le milliardaire à la Rolls. À la fin, il emmène la fille dans sa Rolls. Il est redevenu le milliardaire. Et on imagine un couple américain moyen qui va de nouveau s'ennuyer dans la vie et avoir des histoires comme tout le monde, c'est-à-dire des divorces, des histoires d'amour, etc. Mais en même temps, moi là, je trouve que c'est pas du tout lui le héros. Et c'est vrai que en ce sens-là, le personnage est très bien joué. Le héros, c'est l'autre. C'est le Joker, le fou, quoi. C'est l'Amérique par l'histoire de la folie. Ou par l'histoire de la folie, par l'histoire de ces criminels. La bande qui entoure le Joker est très étonnante. Ce sont des portoricains, des espèces de losers qui sortent des prisons américaines. Enfin, on a toute l'atmosphère de la... C'est au fond la culture pénitentiaire, la folie, ils sortent des asiles. Il y a l'idéologie sécuritaire dans ce film aussi. Enfin, les citoyens sont en danger par ces espèces de criminels qui sont en même temps très drôles. C'est ça qui me frappe. On dit aux spectateurs, au fond, écoutez, ces criminels, c'est des fous, ils ne sont pas vraiment dangereux. Bien sûr, ils veulent vous gazer, mais en même temps, ça rate. Et en même temps, ça réussit. C'est ça qui est épouvantable. C'est la réduction, au fond, par le rire des dangers de la civilisation. Oui, parce qu'à un moment, il utilise comme arme les gaz hilarants. C'est ça, c'est extraordinaire. C'est les gaz hilarants. Et il y a donc quand même cette chose que tout le monde veut voir au moins une fois dans sa vie sur le petit écran, c'est la speakerine prise de fou rire et même culbutée de rire. C'est le gaz hilarant, mais c'est le cyclone B. D'ailleurs, la scène est étonnante parce que quand la journaliste essaye de photographier ce gaz hilarant, qui est donc mis sous un très grand ballon qui représente un Mickey, c'est pas un Mickey, mais c'est un personnage de BD, et elle voit dans son objectif quelque chose qui n'est plus du tout drôle et qui est au fond une espèce d'arme dans laquelle se passe... Et au fond, c'est comme si il avait matérialisé cette idée qui a tout le temps circulé, comme quoi les jouets, l'industrie du jouet américaine, tout ça rendait les enfants stupides ou violents. L'influence, la façon dont ça diffuse, la façon dont c'est contagieux, c'est montré puisque de ce jouet énorme qui appartient au monde de Walt Disney et qui donc devrait au contraire... Sort le cyclone B. Sort quelque chose qu'on peut assimiler à du cyclone B. Donc tout ça n'est pas très gai, bien que le film soit très très divertissant. Et en même temps, il y a aussi un autre phénomène qui se passe en même temps, dont Batman n'est qu'un épisode. Ça avait commencé avec Superman. On a oublié de dire, mais tout le monde le sait, que Superman, c'est plutôt la version solaire, dont Batman a toujours été la version un peu étrange, le double plus ambigu. C'est que dans l'état du cinéma américain actuel, on dirait qu'il n'y a plus rien à faire qu'à reprendre les mythes, dont beaucoup ont été créés soit conjointement par le cinéma et la BD, en général les deux en même temps, puis après la télévision, pour leur faire un tour de plus, car les mythes, évidemment, se prêtent à toutes les interprétations. C'est une batterie signifiante qui si c'est des vrais mythes, elle fonctionne tout le temps. Mais on s'est dit qu'on ne va plus en créer. On ne va plus en créer de mythes. Et d'ailleurs, ça pose une question intéressante sur le cinéma américain, car si, au bout du compte, on voulait être complètement lucide sur le cinéma américain, on dirait, bon, on enlève tout ce qui est... les ajouts européens, l'Europe centrale, Lou Beach, Capra, etc. Il resterait quelque chose qui finalement est plutôt Walt Disney qu'autre chose, donc pas le cinéma mais le dessin animé.
Et ce que ce dessin animé a créé, c'est des personnages mythologiques. Oui, il y a aussi une chose qui me frappe, si veut regarder les autres Batman et puis ces grands mythes américains, c'est qu'il n'y a plus d'agents étrangers. C'est-à-dire, il y avait donc un Batman en 1943 qui montrait le Joker comme le japonais, c'est-à-dire l'ennemi venu de l'extérieur. Là, on a l'impression qu'on est à l'époque où il n'y a plus l'éventualité d'une guerre atomique. C'est vraiment la pacification. On va détruire les armes chimiques, on va détruire le potentiel de destruction. Et la destruction est à l'intérieur. C'est-à-dire le thème, par exemple, de l'agent microbien, le Joker, qui empoisonne les aliments, était un thème qui était toujours lié, en général, à l'agent microbien venu de l'extérieur, l'étranger, le nègre, bon. Et là, le juif, etc. Et là, on a l'impression que c'est interne à la société américaine. Même si le Joker est entouré de ces personnages qui sont, bien entendu, des portoricains, enfin, le lumpenprolétariat américain, on a l'impression que c'est une société qui tourne sur elle-même et qui produit les objets de sa propre destruction. Et ça, c'est vraiment tout à fait l'Amérique. On pourrait dire que l'Amérique, son mythe le plus profond était un mythe d'intégration. Donc c'était que faire avec l'altérité, que faire avec l'autre, compte tenu du fait que l'Amérique, elle est programmée pour intégrer des autres. Et à un moment, on ne peut plus en intégrer. En plus, l'Amérique n'est plus le lieu où l'intelligentsia détruit des pays européens, il reste réfugié pour sauver sa peau. Donc c'est plus Fritz Lang. Maintenant, l'immigration en Amérique, elle est principalement hispanique, elle est pas principalement intellectuelle. Et donc on ne peut plus intégrer des choses nouvelles, qui d'ailleurs ne frappent moins à la porte, ou sinon sous forme de boat people ou de gens qui ne vont pas recycler la machine intellectuelle américaine. Et de ce qu'on a cru intégrer, eh ben on se rend compte qu'on a tout transformé en jouet. Parce que ce que tu dis sur ces personnages comme ça épisodiques, les tueurs, etc. Oui, il sort un grand revolver avec un canon qui a 2 mètres. Voilà, ils sont très bariolés. Bon, il y a des noirs, il y a des jaunes, etc. Et on sent qu'ils font partie de cette clôture maintenant de Gotham City, qu'on peut appeler l'Amérique. Ils sont toujours pas intégrés. Et comme si l'Amérique n'avance pas, elle ne stagne pas. Immédiatement, elle recule. C'est comme un phénomène comme ça de régression où on aurait finalement folklorisé ou transformé en jouets des gens qui avant étaient des êtres humains qu'il fallait intégrer. La grande question, c'est que faire avec les poubelles ? C'est ça que ce film dit. La grande question, c'est comment s'en débarrasser. Comment s'en débarrasser des poubelles ? Que faire avec pour les recycler ? Parce que tu as remarqué que par moments, dans les effets spéciaux, enfin de cette ville imaginaire, on pense évidemment à New York, on voit comment les rues sont infestées de vieux papiers, de détritus, etc. Le type est projeté effectivement dans des choux-fleurs. Enfin, il y a quand même une vision de poubelle dans ce film, ce qui est évidemment très, très freudien. Enfin, c'est l'idée de cette régression comme ça à la saleté. La saleté est très présente. La saleté des villes américaines est très présente. Oui, absolument. On me fait si qu'il reste qu'une minute. Il ne faut pas qu'on termine l'émission sur cet éloge de la poubelle. Il faut dire que le film est bien, qu'il ne mérite pas cette sorte de croisade anti-américaine qui régulièrement, comme ça, s'en prend aux très gros films. Que le fait que le film, en France tout du moins, et pas atteint son programme commercial le rend plutôt sympathique. Ça veut dire qu'il est un petit peu trop complexe et un petit peu trop complexe pour être pris d'une façon trop unilatérale. Qu'il faudrait, si on était vraiment de très bons critiques de cinéma et de très bons journalistes et de très bons hommes de radio, il faudrait faire une émission où on parlerait en même temps de Batman et de I Want to Go Home d'Alain Resnais. Peut-être qu'on le fera un de ces jours, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas suivre les aventures de ces petits personnages qui ont été créés très souvent autour ou grâce au cinéma. Ces personnages qui ne sont pas des personnages humains, ils sont des personnages dessinés. Ils ont une double survie, eux aussi. Ils ont une survie américaine. À mon avis, Spielberg en parle plutôt bien de ça, et ce film est assez intéressant. Puis ils ont aussi, maintenant, pour nous, qui avons été gorgés de culture américaine quand on était petits, une survie européenne dont peut-être ce serait une chose à dire en faveur du film de Resnais, qui par ailleurs est un film un peu triste et un peu laborieux. C'est quand même pas mal de continuer à suivre cette histoire-là, parce qu'on n'en a pas fini avec elle. Elisabeth Roudinesco, voilà, on a fait notre numéro. J'espère qu'il n'a pas été trop cuistre, qu'il est resté assez gai. C'était Microfilm qui parlait de Batman.